Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Le partage que je vous propose aujourd'hui concerne la manière de faire la mise au point et où faire la mise au point. En fait, donc c'est quel mode de mise au point va-t-on utiliser, quel collimateur ou quelle quantité de collimateur va-t-on utiliser en fonction de quelle situation et comment affiner les différents paramétrages de ceux-ci, que ce soit collimateur ou focus. Donc les différents modes de mise au point, en fait, on a trois grandes familles. Il y a le mode manuel, bien sûr, il y a le single AF et le CAF qui va se décliner de différentes manières. Donc en fait, le mode mise au point manuel, on y reviendra tout à l'heure. Le SAF en fait consiste à faire une mise au point qui va être bloquée une seule fois. Ensuite on pourra bouger son boîtier dans tous les sens. La mise au point, elle, ne bougera pas. Donc ça c'est le single AF. Et puis on a l'autofocus continu pour les sujets en mouvement. Donc en fait la question à se poser est: est-ce que mon sujet bouge ou pas? Donc si le sujet est immobile, à ce moment-là on va utiliser le single AF. Donc ça peut être le cas dans une photo de paysage, dans un packshot ou tout sujet qui sera fixe. Pour les sujets mobiles, on va privilégier les autofocus continus qui, autofocus continu, permettra une mise au point constante en fonction de vos mouvements, mais surtout en fonction du mouvement de votre sujet. En termes d'autofocus continu, donc on a l'autofocus continu de base et puis on a le tracking. Alors le mode tracking, ça va nous permettre de maintenir la composition pendant la prise de vue. Donc là aussi, on va voir un petit peu plus loin comment régler et affiner le paramétrage de celui-ci. Le pré-MF va vous permettre de prédéfinir en fait une distance de mise au point par rapport à un repère que vous pourriez prendre sur le terrain. Ça va permettre à votre autofocus d'aller plus directement sur sa cible et donc de travailler beaucoup plus vite. Donc ça, c'est le pré-MF. Alors pour ce mode pré-MF, nous avons la possibilité de pré-régler une distance. Donc il suffit d'aller dans le menu A4, de choisir le pré-réglage de la distance MF et ensuite d'accéder au menu du paramétrage, donc qui va nous permettre d'établir la distance à pré-régler. Donc la distance est réglée sur 33,80 m dans l'exemple. Donc ensuite, dans les modes SAF ou CF, on a la possibilité d'utiliser la retouche du point manuel. Donc ça va être utile quand on va par exemple en macro faire sa mise au point et que l'autofocus aura du mal à affiner, à effectuer sa mise au point. À ce moment-là, on va pouvoir faire une retouche du point manuel de manière à être plus précis. Ensuite, au niveau de l'usage des collimateurs, alors les collimateurs, en fait, le grand principe à retenir, c'est que plus on a de collimateurs et moins on va être précis. Donc lorsque j'ai besoin de précision, je vais essayer de réduire la quantité et la taille de ceux-ci. Et si j'ai besoin par exemple de capturer un oiseau qui est dans un arbre avec les branches, je vais avoir besoin d'une extrême précision pour passer à travers les branches, si l'on peut dire. Par contre, si j'ai un autre oiseau qui va se déplacer de manière assez erratique, à ce moment-là, je vais augmenter la quantité des collimateurs, de manière à optimiser le nombre de chances que j'aurai de suivre ses mouvements et de capturer une image correcte pendant son vol. Voilà, ça ce sont les deux grands principes. De la forme, on a aussi la possibilité de sélectionner la priorité au centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, votre autofocus, il va effectuer un certain nombre de scans pour faire sa mise au point. Donc ça va être un paramétrage que l'on va voir un petit peu plus loin dans la vidéo, mais en gros, si vous voulez, quand on active la priorité au centre, ça veut dire que le premier scan, il va essayer de faire la mise au point du centre, et ensuite, s'il ne réussit pas à réaliser cette mise au point, il utilisera les collimateurs qui sont en périphérie du centre. Alors toutes les assistances dont on peut bénéficier, elles ont toujours des limites. Et pour un point focus, pour un autofocus, la limite, ça va être souvent l'absence de contraste, par exemple en faible luminosité. Donc dans des moments comme ça où on sent que l'autofocus n'arrive pas à faire sa mise au point, il faudra débrayer les automatismes de manière à passer en mode manuel.
avec lequel on va pouvoir bénéficier aussi d'assistance comme le focus picking ou la loupe que l'on va pouvoir actionner de manière différente, mais qui nous aideront à assurer une meilleure mise au point. Donc sur les optiques pro, on a le clutch, et sur d'autres aussi comme le 17 ou le 12, on a le clutch qui permet de débrayer l'autofocus. Là aussi, ça sera peut-être l'intérêt d'avoir la possibilité d'avoir pré-réglé peut-être une retouche du point manuelle, mais on va aussi pouvoir attribuer la fonction de manuel focus à un bouton en termes de raccourci qui nous permettra de débrayer l'autofocus rapidement. Donc en fait, si on voit que l'autofocus n'arrive pas à faire sa mise au point, il faut rapidement passer en mode mise au point manuel. Donc ça peut être le cas en macro ou en basse lumière notamment. Donc voilà, encore une fois, quand il y a une absence de contraste, c'est souvent le cas. Alors pour bénéficier de la retouche du point en mode manuel en conservant l'autofocus actif, il suffit d'aller dans le menu A1, d'aller sur la deuxième ligne et de le mettre sur On. Ça vous permettra donc d'avoir des retouches du point, comme je vous le disais précédemment, de faire des retouches, notamment quand il y a des absences de contraste et que le focus a du mal à se réaliser de manière automatique. Alors pour le réglage du scanner, on va rester dans le menu A1. Comme vous le voyez, moi le mien il est en mode 2. Alors le fonctionnement de l'autofocus, en fait, pour faire simple, il part d'un point le plus proche et il va au point le plus éloigné en recherchant la zone où il y a le plus de contraste de manière à effectuer la mise au point. Donc on a trois modes de réglage possibles. Le mode 1 correspond en fait à un fonctionnement qui, s'il n'y a pas de contraste suffisamment, que la mise au point est impossible, à ce moment-là, le scanner ne se met pas en route, en fait, donc il ne recherche pas, et là, forcément, c'est intéressant de passer en mode manuel ou bien d'utiliser la retouche du point manuel si on a paramétré son boîtier de la sorte. Le mode 2, le scanner va être effectué une fois, donc on va dire qu'il fait un aller, s'il ne trouve pas de point net, il s'arrêtera de fonctionner. Et le mode 3 va être en fait une recherche constante de la mise au point. Donc voilà les différences entre les trois modes. Donc chacun va utiliser celui qui lui convient. Bien sûr, ça, on doit tenir compte des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Moi, je trouve que le scanner le mode 2 est très intéressant, me semble le plus utile en tout cas. Mais ça, c'est très personnel parce que je pars du principe que si la mise au point ne s'effectue pas assez rapidement, c'est à moi de la faire en mode manuel ou en retouche du point manuel. Alors pour le réglage de la sensibilité de l'autofocus, donc nous allons rester dans le menu A1 et nous allons donc descendre sur sensibilité CAF de manière à effectuer ce réglage de sensibilité. L'idée est de faire correspondre le fonctionnement de l'autofocus au sujet. Donc lorsqu'on a un sujet qui bouge très rapidement avec des mouvements saccadés, etc., on va plutôt utiliser des valeurs positives. Et à l'inverse, si le sujet rencontre des obstacles, par exemple s'il passe derrière un arbre, un poteau, etc., on utilisera plutôt une valeur négative de manière à ce que, de manière plus imagée, à ce que l'autofocus tienne compte de l'obstacle. Voilà. Alors personnellement, j'utilise plutôt des valeurs négatives. Je trouve qu'en général, ça donne plutôt de bons résultats. Mais encore une fois, les réglages nous sont à adapter en fonction des sujets et des situations. Et même si par défaut mon autofocus est réglé en valeur négative ou en valeur neutre, il peut m'arriver d'utiliser une valeur positive. Donc l'idée, c'est bien de se souvenir de cela. Donc ce réglage est valable pour tous les fonctionnements en CAF, pas uniquement pour le CAF-TR tel qu'on pourrait le penser. C'est vraiment valable dans tous les modes autofocus. Donc pensez à cela. Plus votre sujet va bouger, va avoir des déplacements erratiques, mieux vaut être dans des valeurs positives. Au contraire, quand il y a des obstacles, il vaut mieux utiliser des valeurs négatives. Alors nous avons ici deux réglages qui sont assez proches et difficiles à différencier dans le fonctionnement a priori. Donc l'activité du centre de l'autofocus, ça veut dire que l'autofocus va chercher à faire la mise au point à partir du centre, puis va s'élargir aux autres collimateurs, alors que la priorité au centre, l'autofocus cherchera d'abord à faire la mise au point au centre et ensuite utilisera les collimateurs en périphérie s'il n'arrive pas à faire cette mise au point.
Alors nous avons pour chacun de ces deux réglages la possibilité d'attribuer leur fonctionnement dans des groupes de collimateurs différents. Donc il suffit de cocher ce que l'on décide d'utiliser. Donc là ici vous voyez que nous avons C1, C2, C3, C4 qui sont les modes de collimateurs personnalisables que l'on retrouve sur le M1 Mark III et sur le M1X. Alors sur le 300 F4 ou sur le 60 macro, nous avons un limiteur de plage focus. Ça a l'avantage de nous permettre de donner une plage de travail de l'autofocus. Donc sur le 300 par exemple, nous avons une plage qui va de 1,40 m, c'est-à-dire la distance minimale de mise au point, jusqu'à 4 mètres. Ensuite nous avons de 1,40 m à l'infini et de 4 mètres à l'infini. Ce qui veut dire que si par exemple je fais de la photographie animalière et je sais que mes sujets vont être au-delà des 4 mètres, je vais me mettre sur cette troisième position de manière à ce que mon autofocus ne travaille qu'à partir de ces 4 mètres et cherche à faire la mise au point au-delà des 4 mètres. C'est donc très pratique. Aussi en macro, le 60 macro a des distances qui sont forcément beaucoup plus courtes, mais cela fonctionne exactement de la même manière. Alors, comme je viens de le dire, il n'y a que deux objectifs qui bénéficient de ce réglage. Cependant, on peut prédéfinir trois distances de travail différentes dans nos boîtiers. Ce qui veut dire qu'on peut décider que trois distances seront complémentaires pour un seul et même objectif, mais aussi que trois distances seront appliquées à trois objectifs différents, toujours en fonction de nos pratiques et de nos usages. Alors, avant de passer au réglage du paramètre, j'attire votre attention sur le fait que l'on peut aussi utiliser des distances préréglées dans le boîtier, en plus par exemple du 300 F4, mais pour que celle-ci soit prise en compte, il faudra que mon objectif dans le cas présent soit réglé donc à la valeur à laquelle il est d'ailleurs, sur 1,40 m à l'infini. Si vous basculez votre réglage de limiteur de focus sur l'objectif de 4 mètres à l'infini, le pré-réglage interne au boîtier ne sera pas pris en compte. Donc nous allons dans le menu A3, limiteur AF, là il est sur off, donc on va le basculer sur on. Donc là vous voyez qu'il est prêt à régler le deuxième paramètre, donc il y en a trois. L'item priorité en dessous du surlignage, en fait, priorité on ou off, veut dire que priorité on, vous pourrez déclencher même si la mise au point n'est pas effectuée. Et à contrario, bien sûr, si vous avez coché off, à ce moment-là, le déclenchement ne sera pas possible si le sujet n'est pas mis au point. Donc ici, nous allons régler le premier paramètre. Donc vous voyez en haut de l'item paramètre 1. Donc là, il est réglé sur la distance minimale de 10 mètres et sur la distance maximale de 999 mètres 90, ce qui correspond à l'infini sur le réglage. Donc si je règle à 10 mètres par exemple, ça veut dire que entre 0 et 10 mètres, la mise au point ne sera pas possible. Donc ça peut être intéressant s'il y a des obstacles entre le sujet et ma position. Voilà, donc on peut avoir trois réglages différents avec des distances minimales et maximales variables pour soit un choix d'objectif, encore une fois, soit un choix de distance propre à un seul objectif. Voilà. Une fois les trois réglages, les pré-réglages établis, nous n'avons pas fini de paramétrer la fonction. Il va nous falloir encore quelques petites opérations que nous allons faire de suite. Donc nous allons devoir attribuer maintenant un raccourci pour pouvoir activer la limitation d'autofocus. Donc dans l'exemple, j'ai utilisé le bouton de mémorisation d'exposition. Donc je lui ai attribué, comme vous le voyez, la limitation d'autofocus. Alors pour activer la limitation d'autofocus, il faudra donc appuyer sur le bouton auquel on aura attribué le raccourci, mais simultanément, il faut bien se rappeler de ça, simultanément, je dois tourner la molette en façade avant qui va permettre d'accéder au menu suivant. Donc on arrive sur cet écran et ensuite au fur et à mesure de la rotation de la molette, on va passer sur le pré-réglage numéro 1 comme à l'exemple, ou le 2, le 3, etc. Alors pour le M1X, nous disposons d'un réglage de l'autofocus supplémentaire qui est à déterminer en fonction des sujets. Donc actuellement, nous disposons d'un pré-réglage pour 3 sujets, donc sport automobile, avion et train. Donc c'est une des spécificités de le M1X.
Donc la lumière AF est une assistance en basse lumière qui permettra ou qui va faciliter le travail de l'autofocus. Donc ça va éclairer la scène de manière assez discrète, de façon à ce que l'autofocus puisse utiliser cet apport supplémentaire de lumière et effectuer sa mise au point. Alors pour activer la fonction avec retouche du point manuel, donc il suffit d'aller dans le menu A1 et de valider sur la deuxième ligne ON, de manière à ce que l'autofocus puisse bénéficier de la retouche du point manuel. Alors nous allons passer pour le pré-MF, donc lorsque l'on sélectionne le mode autofocus sur ce paramétrage, en fait vous voyez qu'il y a marqué réglage info, donc il faut appuyer sur info, ce qui nous permet donc d'accéder à cet écran. Et si l'on tourne la bague de mise au point de l'objectif, on pourra faire varier cette distance et par défaut elle sera affichée sur la valeur que l'on a paramétrée au préalable dans son boîtier. Alors nous disposons de 121 collimateurs sur nos boîtiers Olympus, donc ce qu'il faut retenir c'est que lorsque l'on a besoin de précision, on va limiter la quantité de ceux-ci. Donc il va falloir faire un choix entre le trop peu et le pas assez, et entre le trop peu et le trop nombreux. Voilà, donc l'idée c'est de conserver un nombre de collimateurs qui correspondent à peu près, moi c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, qui correspondent à peu près à la forme du sujet ou à une zone sur laquelle je vais essayer de faire ma mise au point en priorité. Je serai donc un peu plus explicite sur les photos commentées après ce chapitre. Donc ici nous avons les possibilités de personnalisation sur un EMX ou sur un EM1 Mark III. Donc vous voyez qu'on peut vraiment paramétrer une quantité de colonnes et de lignes différentes, toujours en fonction des, à faire varier peut-être en fonction des situations et des sujets. Mais en tout cas déjà sur la quantité de collimateurs et sur la possibilité de les utiliser, sur tous les boîtiers Olympus, il y a déjà quasiment tout ce qu'il est besoin d'utiliser. Voilà, alors sur cette série d'images du vol du héron, j'ai essayé d'avoir une forme allongée qui est à peu près conforme à, en tout cas qui s'adapte à un oiseau de grande taille lors de son vol. Et bien sûr, j'ai déplacé mes collimateurs avec le joystick présent sur le boîtier, donc là c'était le M1X, en sachant également que l'autofocus va fonctionner dans la zone de collimateur que j'ai déterminée. Donc pour l'exemple de cette série, on va mettre la priorité au centre. Il y avait juste cette zone de collimateur, un autofocus continu et ensuite le déplacement des collimateurs avec le joystick. Alors dans cette image qui est une série d'images fusionnées qui décompose le vol d'une aigrette, en fait j'ai été avec le M1 Mark II et le 75-300 avec un autofocus continu mode tracking en sensibilité +1 avec un pavé de 9 sur cette photo et voilà un peu l'efficacité avec une rafale basse qui est rafale basse d'environ 6 images. En général je règle sur des valeurs plutôt basses, même souvent sur 5 images en général, c'est la valeur de mes rafales basses. Alors sur cette image je suis en single AF avec un collimateur, le plus petit collimateur. J'aurais pu garder le collimateur supérieur, mais bon là ça s'est fait comme ça. Donc je suis avec le 30 macro et le M1X. Voilà un petit peu pour les réglages de cette photo. Donc sujet fixe, autofocus, single AF. Alors sur cette image je suis donc avec le M1 Mark III, le 40-150 Pro, avec un autofocus détecteur de visage, avec un collimateur en single shot, pas le plus petit mais le modèle la taille un peu plus grande. Voilà comment j'ai réalisé cette image. Alors pourquoi je ne suis pas en autofocus, en single autofocus? Tout simplement parce que c'est pas un studio, donc le sujet était en mouvement et il y a eu ce petit laps de temps où il y a eu cette position avec ce regard, etc. Et c'est le moment où j'ai déclenché.
Alors pour la photo de cette mésange bleue, c'est vraiment l'illustration même de l'utilisation du collimateur et de la taille adaptée qui, comme vous le voyez, permet d'aller faire la mise au point sur l'œil en passant entre les branches. Si j'avais eu un groupe de collimateurs plus important, il est probable que ceux-ci auraient capté les branches qui sont en avant-plan et que ma mise au point aurait été faussée. Et donc le mode autofocus était un autofocus continu. Alors pour cette image de séiste au championnat de France qui ont eu lieu l'été dernier, donc j'ai utilisé, en fait, j'ai un peu faussé l'information que j'ai donnée au boîtier, si on peut dire. En fait, j'ai utilisé le détecteur, je l'ai mis sur l'autofocus véhicule, ça c'est spécifique à l'EM1X. Donc ce qui fait que lorsque les bateau passé comme ça avec cette forme allongée, il identifiait un petit peu comme si c'était une voiture et du coup il faisait la mise au point. Alors j'ai simplifié le visuel par ce rectangle blanc qui colle à la forme du bateau, mais en gros c'était ça. Bon, il est vert, il y a des petites croix dessus, etc. Mais bref, ça représente ça. Donc là, l'idée c'était vraiment de détourner un petit peu la fonction automobile. J'ai fait cet essai-là, ça a plutôt bien marché sur la durée de la compète. J'ai fait différents essais, ça marchait bien. Finalement, j'ai bossé assez souvent sous cette forme-là, en mettant l'autofocus destiné au véhicule. Avec donc un autofocus continu, bien entendu, et j'avais aussi utilisé une forme de collimateur qui était assez allongé, qui représente aussi un petit peu le rectangle blanc. Donc tout ça venant s'ajouter en termes d'options et de possibilités pour assurer une mise au point. Et en complément, puisqu'en fait, les endroits où je me plaçais, en fait, je pouvais voir les kayakistes ou les séistes arriver de face, et bien sûr, ensuite, ils passaient sur le côté et ils étaient dans la position précédente. Donc, je conservais l'autofocus dédié au véhicule, mais en même temps, j'ai associé aussi le détecteur de visage. Ce qui fait que lorsque je les avais de face, l'autofocus pouvait soit utiliser le mode détection de véhicule et donc de casque pour faire sa mise au point, soit utiliser la détection de visage pour faire sa mise au point. Donc j'avais en fait deux réglages de l'autofocus qui bien sûr étaient en autofocus continu. Alors pourquoi je n'étais pas en autofocus tracking? Parce que le tracking n'était pas compatible avec l'autofocus dédié au véhicule. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, en travaillant de cette forme-là, ça a donné globalement, hein, sur l'ensemble du week-end où j'ai couvert cette compétition, ça a donné plutôt de très bons résultats. Et en même temps, c'était vraiment mon intention, c'était de profiter de ce week-end pour faire différents tests d'autofocus, de réglage, etc. Voilà en gros comment j'avais réglé mon boîtier pendant ce week-end. Alors pour rester dans le sport ici, j'ai un autofocus continu, donc avec des collimateurs en croix, avec une priorité au centre, et bien sûr j'actionne aussi le détecteur de visage. Mais comme vous voyez, là le visage passe derrière le bras du kiter, et du coup des fois ça peut faire perdre la mise au point. Donc avec les collimateurs en croix, ça marche plutôt bien, à savoir que les groupes de collimateurs que j'utilise assez fréquemment, c'est souvent le pavé de 9, donc ça fait un pavé rectangulaire, et le collimateur en croix. Ça fait, et bien sûr le single, le petit collimateur. Voilà, c'est les trois modes en fait des photos que je réalise, que j'utilise le plus fréquemment, en tout cas qui sont les plus polyvalents. Voilà, en gros c'est ça, c'est les plus polyvalents pour moi, hein. Voilà. Pour les véhicules de face, j'utilise assez fréquemment l'autofocus multizone. Donc j'ai fait un tutoriel là-dessus, je vous invite à aller le regarder. Mais en gros, j'actionne donc les 121 collimateurs avec l'autofocus continu. Donc au départ et au préalable, il faut avoir paramétré bien sûr cette fonction-là, et je vous invite encore une fois à regarder le tutoriel. Mais je trouve que sur les véhicules venant de face, ça donne d'assez bons résultats. Alors dans ce mode vidéo, et puisqu'on peut filmer avec nos boîtiers, j'ai aussi utilisé l'autofocus multizone. Bien sûr, bon là vous voyez que on est à 120 images secondes, mais c'est voilà, c'est encore une fois, il y a des situations où ça va vraiment bien. Puis en vidéo, je sais que beaucoup
de personnes travaillent en mode manuel, mais dans ces situations-là, c'est vraiment très pratique d'avoir un autofocus sur lequel on peut se reposer. Puis vous voyez que les seules erreurs qu'il y a, en fait, elles sont liées à mon cadrage et à moi, à la manière dont j'effectue le suivi, mais en aucun cas l'autofocus ne décroche. Et bien sûr, là, vous voyez qu'il y a eu un gros coup de zoom entre les deux véhicules et que ça a repris directement sur le véhicule. Et pour finir cette dernière image donc de héron cendré, donc j'étais à l'affût, j'avais repéré, en fait il allait chercher des brindilles pour faire son nid, donc j'avais repéré les passages qu'il utilisait. Ce que je voulais faire, c'était faire un gros plan de sa tête, hein, bien sûr. Donc j'ai utilisé un autofocus avec le mode tracking, avec un pavé de 9, avec une priorité au centre, des rafales courtes, et voilà, donc ça c'est l'image que je voulais faire en fait. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aidera à paramétrer vos boîtiers. N'oubliez pas qu'il vous faudra utiliser les différents réglages, à faire des comparaisons, etc. Vous arriverez peut-être à des résultats différents des miens et à des usages différents. Mais en attendant, j'espère que les paramétrages que je vous aurai proposés vous serviront de base et vous permettront d'avancer dans la manière de régler le boîtier, de l'adapter à votre convenance. En attendant, n'oubliez pas non plus de liker la vidéo, forcément de vous abonner à la chaîne si ce n'est fait, de nous rejoindre sur le groupe Facebook, etc. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Encore une fois, likez-le parce que ça rend toujours un service. Voilà, je vous remercie par avance. Je vous souhaite de faire de belles photos. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire savoir, vous, peut-être la manière dont vous travaillez et à la partager avec nos camarades utilisateurs d'Olympus ou même d'autres boîtiers, parce que c'est toujours des choses intéressantes et c'est en échangeant et en partageant nos informations, nos réglages qu'on arrive à progresser. Voilà, à très bientôt, au revoir.